Oui. Votre vérité, c'est que l'immigration est la première préoccupation des Français. Et le danger qui menace la France, Oui. le grand remplacement menace la France. Oui. Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres préoccupations dans la tête des Français? Il y a... Ça, vous avez raison. Par exemple, le pouvoir d'achat. J'aimerais vous interroger sur ce sujet. Mais vous avez le raison. Pouvoir d'achat. Attendez, Jean-Jacques. Est-ce que vous connaissez, simplement j'ai une question, est-ce que vous connaissez le syndrome du vin du mois? Du 20 du mois. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'argent à partir du 20 du mois. Voilà. Oui, vous ne le connaissez pas, moi non plus. Voilà, exactement. On est d'accord. On est d'accord. Mais moi, je l'ai connu quand j'étais enfant. Vous savez, moi, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Mon père était ambulancier, ma femme ne travaillait pas, ma mère ne travaillait pas, lapsus intéressant. Mon grand-père était cordonnier en Algérie. Je peux vous dire que moi, je sais ce que c'est que les fins de mois difficiles. Bon. Moi, mon grand-père avait 9 enfants. Mon père m'a toujours raconté qu'il partageait une orange en 4. Donc, vous me ferez pas le coup de le bourgeois qui n'a aucune notion des gens. Je sais très bien ce qu'est une vie difficile. Je veux vous demander ce que vous proposez à ceux-là, à celles-là et à ceux-là. À ces Français-là. Mais d'abord, je ne suis pas candidat pour l'instant. Donc, je n'ai pas réfléchi. Non, c'est pas que j'ai pas réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi sur beaucoup de sujets. Je n'ai pas à vous donner un programme, des mesures, des mesurettes, parce que ce n'est pas ni le lieu ni le moment. Vous savez, Emmanuel Macron, qui était candidat, a attendu février-mars 2017 pour donner un programme. Et il disait, le programme ne sert à rien. Donc je ne vais pas, moi, en non-candidat, faire mieux que lui. Donc je sais très bien les difficultés des vies des gens. Votre programme ne sert à rien. Il disait ça. Oui. Bon. Vous voyez. Vous reprenez. Non, je ne reprends pas. Je vous dis qu'il y a des exemples prestigieux. Ce que je veux dire, c'est que je sais très bien les difficultés de pouvoir d'achat, de vie des gens, de beaucoup de gens. Oui. J'ai suivi, comme vous, les Gilets jaunes. Je parle avec des gens, les gens viennent me parler. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est l'avenir du peuple français. Parce que l'avenir du peuple français, c'est tout simplement la vie ou la mort de la France. Je vais vous donner des exemples très simples. Oui, obsession. Mais vous savez tout ça. Mais oui, obsession. C'est une obsession. Mais oui, mais vous savez tout ça. Attendez. Ici, c'est pas vous qui guidez le débat, c'est moi. Jean-Jacques, vous avez dit obsession. Attendez. Non, mais je réponds à obsession. Faites-moi plaisir. Obsession, ça vient du latin qui veut dire assiéger. Oui. Donc nous sommes assiégés. Donc oui, c'est mon obsession. Parce que la vie et la mort de la France, c'est une obsession. Et oui, je me sens assiégé, comme tous les Français. Vous savez, vous regardez des sondages. Vous avez 70 à 80% des Français qui vous disent « on ne vit plus aujourd'hui en France », qui vous disent « il n'est pas nécessaire d'être né en France pour être français, il n'est pas suffisant », qui vous disent « la France est un pays de racines chrétiennes ». Tous ces sondages-là, on n'est pas 5%, 10%, 15%. Ce n'est pas quelque chose de marginal. C'est 70% des Français. C'est-à-dire que ce que je dis, moi, est absolument central. Et ceux qui disent le contraire sont marginalisés. Mais ils ne s'en rendent plus compte, ni les médias, ni les politiques. Ça, c'est votre analyse. Éric Zemmour, elle vous appartient. Je suis là pour ça. Elle vous appartient. Voilà. Évidemment. La vaccination obligatoire pour les personnels des hôpitaux, maisons de retraite, les pompiers, les infirmiers, les aides à domicile, sinon contrat de travail suspendu, logique? Non, je n'avez pas d'avis. Non, j'ai un avis. Je vais vous dire. Oui. Vous savez, on n'est pas obligé d'avoir un avis tranché sur tout. Non. Bon. Deuxièmement, pourtant, vous avez des avis tranchés. Non, j'ai une. Oui, bien sûr. Oui. Attendez. Oui. J'ai une réflexion. La nuance. Non, j'ai une réflexion. J'ai beaucoup. Ne croyez pas. Je connais la nuance. J'ai une réflexion historique. Allez-y. Parce que je raisonne en fonction de l'histoire et du réel. Les politiques aujourd'hui, depuis 30 ans, raisonnent en fonction des communicants et des médias. Moi, je raisonne en fonction de l'histoire et du réel. C'est pour ça que, oui, j'ai des convictions sérieuses sur le sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Maintenant, vous me dites, la vaccination obligatoire. Oui. Je vous dis, ça me gêne. D'abord, vous savez que c'est contraire à tout ce qu'on a dit, à la loi, aux conventions internationales. On ne peut pas me dire d'un côté, oui, je vous assure, la vaccination obligatoire, c'est interdit par toutes les conventions qu'on a signées. Alors, moi, je veux bien remettre en cause des conventions internationales, ça ne me gêne pas. Je le dirais pour l'immigration. Mais il faut le dire. Il faut être honnête. Là, on fait quelque chose de sournois depuis le début. Je peux comprendre les injonctions contradictoires qui animent le gouvernement depuis le début. Cette situation n'est pas simple. La gestion n'est pas simple. Mais franchement,
depuis le début, le gouvernement s'est planté tout le temps, avec changeant d'avis tout le temps. Souvenez-vous de Sibeth Ndiaye nous disant les masques, je ne sais pas les mettre. On n'a pas besoin de masques parce qu'on n'en avait pas. Tant d'autres se sont trompés et ont changé d'avis. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai. Nous n'allons pas établir la liste. Surtout sur cette situation-là. Oui. Mais tout ça n'est pas simple. Et je trouve que là, le gouvernement est sournois. Je n'aime pas cette méthode. Mais l'intérêt collectif existe. Mais oui, l'intérêt collectif existe. Mais vous avez raison, Jean-Jacques Bourdin. L'intérêt collectif existe. Oui. Éric Zemmour. Et on va en parler justement pour d'autres sujets. Oui, justement. Que reprochez-vous à Marine Le Pen? Qu'est-ce qui vous gêne chez elle? Qu'est-ce qui vous gêne? Mais vous savez, j'ai rien contre Marine Le Pen. Je l'aime bien. Je la connais bien depuis 20 ans. Oui. Je l'ai vu débuter sa carrière politique derrière son père il y a 20 ans. Elle vous a même proposé d'être tête de liste. Non, elle m'a proposé d'être numéro 3. Sur sa liste, voilà, d'être sur sa liste. Oui, donc je n'ai rien contre elle de personnel, comprenez. Oui. Mais je constate deux choses. La première, c'est que la classe politique lui a laissé, comme un privilège extraordinaire, le monopole de la lutte contre l'immigration. Et je pense que malheureusement, qui est pour moi donc le sujet essentiel, malheureusement... Le seul? Non, ce n'est pas le seul. Non, si je vous lis, mais je caricature pas. Si vous caricaturez. J'ai lu attentivement. C'est pas le seul, livre. Mais c'est le plus important. J'assume, mais j'assume. Livre, c'est le seul. Non, pas du tout. Ah bon? Non, je parle d'autre chose. Ceux qui liront. Oui. Mais je vous ai dit, j'assume. Oui. C'est le plus alors, si vous assumez, c'est le seul. C'est le plus important, c'est pas la même chose. Oui. Mais vous savez, Jean-Jacques Bourdin, oui. Quand on vit et quand on meurt, on ne vit plus. Donc tous les autres... Bon. Ça, c'est certain. Donc vous êtes d'accord que c'est plus important que tous les sujets de préoccupation qu'on a dans la vie. Puisque c'est la vie elle-même qui est plus importante. C'est tout ce que je dis. Et là, nous sommes effectivement dans une question de vie ou de mort. En train de mourir. Donc je termine avec Marine Le Pen. Bon. Oui. Donc Marine Le Pen, je disais, premier problème, tout le monde sait, et autour d'elle aussi, même s'il ne l'avoue pas, et elle-même, je pense, le sait, qu'elle ne peut pas gagner. Elle ne peut pas gagner. On a vu au régional, mais pourquoi dites-vous ça? Parce que tout simplement, pour des raisons qui tiennent... Vous pensez qu'elle est nulle? Non. Encore une fois, je pense que, soyons sincères, est-ce que vous pensez qu'elle est nulle? Je pense en tout cas que son Franchement. débat... Laissez-moi finir. Je pense que son débat de 2017 a montré cruellement ses lacunes et a humilié ses électeurs. Je n'ai pas dit qu'elle était nulle, pas du tout. Vous le pensez? Mais pas du tout, je ne juge pas les gens comme ça. Je pense que effectivement, elle a été humiliée en 2017 et qu'elle a humilié ses électeurs. Donc c'est tout. Après, donc ça c'est une première chose. Et deuxièmement, je pense que la droite, LR, parce qu'on pourrait dire, après tout, Marine Le Pen pourrait ne pas être au second tour. Mais je pense que la droite LR, avec les candidats qu'ils ont, que ce soit Valérie Pécresse, que ce soit Xavier Bertrand ou Michel Barnier, ne passeront jamais devant Marine Le Pen. Donc on a une situation bloquée, qui est le rêve d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron veut Marine Le Pen en face de lui au second tour, parce qu'il est sûr de gagner. Donc vous je dites, pense qu'il faut bouleverser ça. Rassemblez-vous derrière moi. Non, je dis, manifestement, et Marine Le Pen, ni les autres. Non, je ne dis rien, mais je ne dis rien. Ça, c'est des discours politiciens. Moi, je ne suis pas là. Je dis simplement, il faut... Écoutez-moi. Mais écoutez ce que je dis. La politique, oui, allez-y. La politique, c'est pas la politique aérie. Bon. La politique, c'est des idées. Vous savez, je voyais un des soutiens de Marine Le Pen qui disait « Éric Zemmour confond la politique avec le combat des idées ». Mais j'assume. Le combat des idées, c'est la politique. Alors, sinon, c'est le combat pour les places. Un combat qui a marqué l'histoire. Vous aimez l'histoire. Le 18 septembre 1981. Que s'est-il passé ce jour-là? 18 septembre 1981. Non, vous ne vous souvenez pas. C'est un moment important. C'est à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, vous rétabliriez la peine de mort ou pas? Je pense que... Non, je n'hésite pas. Je ne suis pas au pouvoir. En plus, c'est très compliqué d'abolir la peine de mort. Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes favorable à la peine de mort, donc. Philosophiquement, oui. Maintenant, vous savez, une majorité de Français est favorable à la peine de mort, encore aujourd'hui. On l'a aboli, alors qu'une énorme majorité des Français était pour la peine de mort. Je pense d'ailleurs que, vous savez, quand on va exécuter les terroristes du Bataclan en Syrie sous ordre de François Hollande, on a rétabli la peine de mort. Donc on le fait sans le dire. Maintenant, c'était un symbole, la peine de mort. C'était, vous savez, le sommet de la hiérarchie des peines. Mais
Si vous voulez, c'est pas d'après moi quelque chose qu'on va faire tout de suite. Il y a d'autres priorités. Bon, la priorité, on la connaît. Chez vous, c'est la lutte contre le grand remplacement. La France est une citadelle assiégée par l'islam, en pleine décadence, en danger de mort, une nation destituée, en voie d'effondrement. Je suis épuisé. Bah oui. Quand je vous lis, je suis épuisé. Les Français seraient, à vos yeux, endormis et soumis. Et il y a deux choses que j'aimerais que vous m'expliquiez. Vous avez dit, on refera la France avec des Français qui veulent rester Français. Là, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Et puis, il faut que la France refasse des Français. Alors, que voulez-vous dire? Oui, c'est la même chose, mais que voulez-vous dire? Alors, d'abord, quelques chiffres pour vous donner l'ampleur du phénomène. Nous avons... Les chiffres seront vérifiés, hein, Éric. Ne vous inquiétez pas, je les connais bien. Ils sont officiels. On a, par an, depuis des années, je vous donne le chiffre de 2019, parce que 2020, ça ne veut rien dire avec le Covid, etc. Ouais. En 2019, on avait 275 000 entrées légales. Je dis bien légales. C'est-à-dire regroupement familial au sens large, étudiants, travail, très très peu. 14% du travail de ces 275 viennent pour travailler. Droit d'asile, pas de droit d'asile d'ailleurs, droit humanitaire, etc. Nous avions, ça c'est 275 000 légales. Nous avons en plus 130 000 demandes d'asile, dont à peu près 36 000 sont acceptées, et donc à peu près 90 000 sont déboutés, mais les déboutés ne partent jamais. Il y a 10 à 15% de déboutés renvoyés. Donc, vous voyez, ça vous fait encore une masse de plus de 120 000. Et on a un stock, si j'ose dire, de mineurs isolés, entre 40 et 50 000. Ça, je vous parle seulement des réguliers. Donc, vous calculez, ça vous fait entre 350 000 et 400 000 tous les ans, c'est-à-dire en gros la ville de Nice, qui tous les ans arrivent, évidemment pour la plupart maghrébins et africains, d'une énorme majorité de musulmans, alors que justement, si vous voulez, on a une distance culturelle énorme avec l'islam. Alors, on refera la France avec des Français qui veulent rester Français, donc avec des Français qui ne viennent pas d'ailleurs. Attendez. Je finis mon raisonnement. Non, je finis mon raisonnement. Donc, je veux vous dire. Donc, au bout de 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron, on aura en plus 2 millions d'étrangers de plus venus pour la plupart du Maghreb et d'Afrique noire. Je pense qu'il faut arrêter cette folie. Et qu'au contraire, il faut, dans les 5 ans qui viennent, diminuer de 2 millions, par exemple. On pourrait envisager effectivement le départ ou la non-arrivée de beaucoup de gens. C'est ça qu'il faut inverser. Il faut inverser cela. Et si vous voulez, vous me dites refaire des Français. C'était ça votre question. Ben oui, bon, mais répondez-moi là, oui. Oui, alors. Je pense parce que... il y a si vous voulez, il y a un phénomène depuis 30 ou 40 ans de défrancisation. Cette expression, vous savez, c'est le général de Gaulle qui l'employait, la francisation, au moment de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que les Français, on ne leur apprend plus l'amour de la France, l'amour de son histoire, l'amour de sa culture, l'amour de sa grandeur, et on laisse les immigrés vivre comme au pays. On a renoncé à les assimiler. C'est la raison pour laquelle vous pensez qu'appeler son enfant du prénom de son grand-père, qu'il soit italien, portugais ou algérien, finalement, c'est ne pas aimer la France. Moi, je ne comprends pas. Vous dites, je protège les enfants parce qu'ils seront discriminés s'ils ont un... Oui, absolument. Ah oui. Vous êtes sûr de ça? Ah oui. Mais qui discrimine? Les associations. Qui discrimine? Les patrons. Qui est le coupable? Qui est le coupable? Non, alors je peux l'enfant qui porte le prénom ou celui qui discrimine? Est-ce que je peux vous répondre? Ben oui, mais je vous pose une question. Mais je vais vous répondre. Et c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a une étude très intéressante de 2010 de chercheurs français et américains pour Sciences Po qui s'appelle l'étude Diouf. On a pris 3 faux CV. Le premier, un CV repère qui est Amélie, on voyait un nom très français, Amélie Lombard. Et 2, on a pris un nom Marie avec un nom africain, Marie, autre chose, et on a pris un prénom Khalidja avec le même nom. Oui. De quoi on s'est aperçu? On s'est aperçu que le CV avec le nom français et le prénom français recevait quasiment autant de bonnes réponses que celui avec le nom africain, mais un prénom français. Et celui qui était vraiment rejeté, c'était le prénom. Oui, mais ça, c'est le constat. Pourquoi? Oui, c'est un constat. Pourquoi? Je vais vous dire, ils ont raison. Parce que il faut donner des preuves. Le discriminateur a raison. Le discriminateur a raison. Il ne doit pas être poursuivi. Non. Je sais qu'il est poursuivi aujourd'hui. Mais oui. Je sais, je connais la loi. J'ai moi-même été condamné parce que j'avais dit justement qu'il ne devait pas être poursuivi. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que
depuis 150 ans qu'on a une immigration. Elle est italienne, vous l'avez dit vous-même. Qu'est-ce qu'ont fait les Italiens ? Ils ont donné des prénoms français à leurs enfants. Qu'est-ce que c'est ? Aldo Nauri, Aldo Platini a appelé son fils Michel. Bon. Et donc, j'ai tant d'autres exemples contraires. Mais bon, Éric Zemmour. Il faut, vous savez, soit écoutez-moi, soit le prénom n'est rien, puisque c'est ce que vous avez l'air de dire. Et je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas un prénom français. Soit il est marqueur de l'identité, et en plus, c'est ça la vérité. Et là, il faut justement donner des preuves